Bah écoute, moi, il y en a pas mal qu'elle est bien, hein, honnêtement. Je sais même Ah, pas, je sais même pas trop quoi te raconter. Si, il y en a une là qui malheureusement a accouché et le bébé ne fait pas ses nuits. Le bébé ne fait pas ses nuits et en fait, elle n'arrive pas à le laisser pleurer et du coup, ouais, elle a une dette de sommeil absolument monstrueuse. Donc, va falloir faire le deuil de ne pas laisser le bébé pleurer parce ouais. que sinon on va pas s'en sortir. Alors la première question, c'est par quoi peut-on remplacer la Abilify? C'est Et très vaste comme c'est très question. très large comme question, oui, mais là faut qu'on se creuse un petit peu le derrière. Et donc la première réponse, c'est ça Dans dépend quelle dans indication? quelle Mm. indication, ok? Parce que concrètement, on n'a rien qui ressemble à l'Abilify sur le plan pharmacologique. Mm. Et donc en fait, moi quand on me pose des questions, le raisonnement est toujours un En peu le France. même. En France, oui, en Ouais, France. Aux États-Unis, ailleurs, ils ont le brexpiprazole qui ressemble beaucoup oui. et la cariprazine qui ressemble beaucoup, moins que le brexpiprazole. Et en fait, sur le plan de la Ah, en cas de dépression, schizo-affectif. Bon, ok, alors déjà, on est large on est aussi dans là, on est l'indication. large aussi parce que schizoaffectif, ça dépend de si c'est là pour des problématiques dépressives ou si c'est pour des problématiques psychotiques. Ok, on Ouais, va dire ça comme ça. Et là, la bonne nouvelle, c'est que sur les problématiques psychotiques, la Abilify, c'est la molécule la moins efficace du lot en moyenne. Ok. oui. Alors quand on dit efficace, il faut faire gaffe parce que la tolérance est aussi confondue là-dedans. Ah Ok. bon? Bah oui, parce que quand tu dis efficace, c'est pas si jamais tu te casses et que tu te casses avec un score avant que le score ait eu le temps de descendre, Ah eh oui. ben, t'es considéré comme il y a un score qui a pas bougé. Oui, donc faut checker qu'il n'y a pas eu d'arrêt de suivi au milieu. Enfin, Donc, mine de rien, voilà, il y a un mélange de efficacité, il y a aussi la tolérance quand on parle de l'efficacité. hmm. Et en fait, sur les problématiques psychotiques, ça fait partie de la molécule la moins efficace dans la schizophrénie. Et sur les problématiques Même si dépressives, parfois ça l'est, même hein. si parfois ça l'est, là c'est Hmm. en moyenne c'est moins efficace que le reste, même si parfois ça l'est. Et sur le plan de l'humeur, en fait, sur les problématiques dépressives, en moyenne, ça n'est pas efficace dans les études. On n'arrive pas à trouver que c'est efficace. Et donc, en fait, restent les phases maniaques. Hmm. Mais c'est pas le plus efficace non plus. Hmm. Et donc, en fait, l'aripiprazole, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le remplacer par à peu près Tout, ouais. n'importe n'importe quoi. Il n'y a pas grand-chose que Ouais. la Abilify Après, fait voilà, très ça bien. dépend pourquoi on veut le remplacer. Si c'est parce qu'il y a de l'acathisie, n'importe quoi fera l'affaire. Voilà. Vraiment, parce que c'est le pire là-dessus. Voilà, sur le poids, Si on c'est peut, sur le poids, par contre, là, faut pas remplacer par de la kétiapine ou mais du tu peux grossir risperdal. avec de l'Abilify, il Mais n'y a tu pas de peux souci. grossir avec de la Abilify, mais c'est pas forcément celui qui fait le plus grossir dans les antipsychotiques, en tout cas. Mais enfin, voilà, ça dépend aussi pourquoi on veut le remplacer, quoi. Est-ce que c'est parce qu'il est pas assez efficace? Est-ce que parce qu'il est mal toléré? Est-ce que Mais juste du on coup, n'aime pas le nom mais ou du la coup, il y a couleur du l'embarras du médicament? choix. Franchement, il y a l'embarras du choix. Ok. Peut-on réintroduire du lithium? C'est bien, mais il y a moins de monde. Ah oui, C'est oui, ça va comme... moins vite, c'est bien. Peut-on réintroduire du lithium à une personne bipolaire qui ne le supportait plus? Analyse sanguine mauvaise pour le rein suite à un échec des autres thymorégulateurs. Alors là, moi, tu me dis si tu veux répondre, hein. Moi, C'est compliqué, hein. quand j'ai cette question, c'est toujours la même. En fait, c'est vrai, il n'y a pas 36 000 questions à poser en psychiatrie. La réponse est toujours la même. Qu'est-ce que c'est un échec des autres thymorégulateurs? Parce que quand vous dites Ah oui, oui. thymorégulateurs, moi, il y a des gens, ils pensent que c'est lamotrigine, Kétiapine. Dépacote, kétiapine plus ou moins et lithium. Ok. Ouais. Donc s'il n'y a pas eu de pramine, d'hormones Oui, c'est thyroïdiennes, ça. blablabla, clairement il y a d'autres choses à faire avant En de gros, mettre le ça lithium. dépend. Est-ce que c'est une thymorégulation avec des phases dépressives principales? Est-ce Ouais. qu'on est échec sur des phases maniaques? Souvent c'est plus Ou des alors, phases dépressives, ouais, voilà, ou parce que là, mixtes. pour les phases maniaques, c'est un peu plus emmerdant, en effet. Mais, Ah voilà, t'as de quoi mettre des trucs aussi, hein. mais oui, tu me diras. Franchement. Ou alors, est-ce que c'est vraiment un truc pile poil thymorégulateur? Enfin, bref. Moi, j'ai jamais vu personne dans cette situation auquel je disais autre chose que, bah, écoutez, on a une tartée de médoc à tester avant. Et Ouais, on c'est avait fait un ça. post sur le blog, Mais hein. alors du coup, imaginons qu'on a tout réessayé, c'est vrai que réintroduire à quelqu'un qui... Alors, quand on parle d'analyse sanguine mauvaise pour le rein, on parle d'une dégradation de la clairance du rein, J'imagine. Bah oui, mais normalement, ça hein. pourrait être autre chose aussi. Ça Si peut c'est aussi autre être autre chose. chose, c'est vraiment discutable pour le coup, mais si c'est une dégradation progressive de la clairance du rein et qu'on a une clairance qui est toute pourrie, c'est vrai que c'est compliqué. Mais par contre, il faut voir aussi à quelle dose il avait été mis la première fois. Est-ce qu'il avait été mis LP, LI? Est-ce qu'il avait été mis LI plusieurs fois par jour? Enfin, ça se trouve, il y avait des facteurs aussi qui faisaient que le rein tanquait dans la prescription du lithium, quoi. Donc il faut quand même
voir ce qui avait été fait la première fois. C'est plus nuancé que ça. Après, c'est toujours à prendre avec Mais là, des c'est pincettes. compliqué. Ça demande honnêtement C'est une très expertise compliqué. théorique et une expérience que peu de Mm. psychiatres ont. Ouais. Moi, par exemple, clairement, j'ai fait ça 2-3 fois. Ouais. Donc, Moi, j'ai je jamais suis fait. loin d'être un pro. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des questions qui sont sans réponse. Est-ce que, alors que la clairance s'est dégradée, peut-être à cause du lithium plusieurs fois par jour, la clairance se dégradera moins quand on le met en libération, quelle que soit la C'est ce libération, que je une disais fois tout le à l'heure, soir, ouais. ouais. Ça n'est rien, c'est pas sûr du tout. On n'est pas sûr Ah non, de non, ça du ça a tout. rien de sûr, On en est effet. d'accord. Est-ce que une fois qu'on remet le lithium, une fois qu'on arrête le lithium, ça dépend. Parce que si le lithium vient d'être arrêté, il y a la question de est-ce que le rein récupère ou pas. Il y a des gens où disent j'arrête le lithium, on arrête, en fait le rein se dégrade quand même, la clairance se dégrade. Et du coup là il y a la question est-ce que C'est ça vaut rare, pas le ça, coup de quand même, reprendre? pour Bah l'avoir t'en as, arrêté si. plusieurs fois. Ah bah t'en as où en fait passer un certain cap. Donc là c'est la question à partir de quelle clairance est-ce que tu considères que de toute façon même quand tu l'arrêtes ça ne passe pas? Combien de temps tu te poses? Enfin tu vois là c'est des questions, t'as un niveau de preuve inexistant. Donc en fait honnêtement pour moi ça se fait avec un néphro qui connaît la littérature sur le sujet Ah oui, et clairement. un psychiatre. Pour moi on aurait un psychiatre en France qui fait que ça, tu vois, Ouais. ou dans le monde honnêtement payé par je sais pas l'OMS. Bon. Ok. Donc en gros c'est compliqué de répondre à votre question là sans raconter n'importe quoi. Ce qui est sûr c'est que c'est possible. Ouais. Mais faut quand c'est fait, les patients ils flippent un peu parce que du coup ouais. les néphros ils flippent aussi, donc ils te font des clairances toutes les semaines. Donc toutes les semaines t'as le gars qui vient. Est-ce que mon rein tient le coup? Sur le plan de l'humeur, en moyenne c'est un peu c'est un poil stressant. Hein, on est d'accord. Est-ce que ça vaut le coup pour un bipolaire classique de remplacer la kétiapine par la lurazidone? Est-ce bien toléré et est-ce qu'il y a un bénéfice sur la santé? Moi, j'étais sûr qu'on l'avait mise dans le blog, celle-là, parce que la question se pose pour moi. Oui. On est d'accord. Donc, si vous l'avez pas trouvé, c'est que soit on a perdu la boule, soit que la fonction recherche marche pas trop. Et en même temps, il y a plus de 900 articles. Donc, peut-être qu'on a saturé. Alors. Ça dépend dans quelle indication. En gros, l'intérêt vraiment de la lurazidone par rapport à la kétiapine, c'est le côté prise de poids, qui est beaucoup moins important. Théoriquement. Théoriquement, parce qu'il y en a quand même. Des gens qui prennent du poids, oui. Oui, bien sûr. Mais théoriquement, beaucoup moins important qu'avec la kétiapine et moins sédatif aussi. Ça, par contre, clairement. On est d'accord, que la kétiapine. Donc il y a ces deux choses-là. Après, bon, voilà, ça dépend du coup, quelle est la tolérance de la kétiapine du patient, parce que si c'est un patient qui est pas sédaté par kétiapine et qui prend pas de poids, il y a pas de raison de le remplacer par et qui va bien, voilà. Si c'est comme Mickaël, un patient qui au départ était défoncé par la kétiapine, mais qui s'y est habitué. Je suis pas sédaté du tout. Pas sédaté du tout. Des fois, on me dit que qui prenait du poids, mais qui a pris de la metformine, et la metformine, ça marche pour perdre du poids. Il y a aucune raison de changer s'il va bien. Enfin, vraiment, on va pas s'emmerder à aller, n'est-ce pas? On va pas aller s'emmerder à chercher un autre traitement et psychiatre est une morue. Ouais, risquer un déséquilibre. J'appelle l'ordre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas pro. Un déséquilibre, alors que ça marche bien et que de toute façon, sous le résidone, ça se trouve, il faudra quand même te mettre la metformine. Enfin, on voit pas trop l'intérêt. Et en plus, ça te permet de faire des bonnes nuits. De façon systématique. Quoi qu'il arrive, parce que là, moi, il fait chaud, mais je dors très bien. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un vrai, c'est une vraie question. Par contre, si c'est quelqu'un qui tolère mal, et en plus, chez qui ça marche pas très bien, parce que ça arrive aussi, de remplacer par la lurazidone, c'est clairement intéressant. Donc ça, j'imagine que la question, là, c'est oui, tout le monde le fait. On est d'accord. Et si c'est quelqu'un qui tolère mal et qui va très bien sous kétiapine, ça vaut quand même le coup d'essayer de changer. Okay. Parce que de toute façon, si c'est quelqu'un qui tolère mal et qui ne veut plus prendre sa kétiapine, parce que j'imagine que c'est ça la question, vaut mieux remplacer par de la lurazidone que avoir un arrêt sauvage de traitement. Mais de toute façon, faut la tenter, la lurazidone. Faut vraiment avoir la lurazidone facile, Donc, faut appeler la pharmacie Delpech. Faut que le pharmacien appelle la pharmacie Delpech, et la pharmacie Delpech lui envoie la lurazidone, j'en parlais. Voilà. Par contre, faut bien garder en tête que la lurazidone, il y a plus d'effets secondaires moteurs. Voilà. Et donc, par exemple, chez moi, qui suis stable, qui peut gérer mes problématiques métaboliques, a priori, de changer pour aller mettre un truc sur le plan moteur plus agressif, ce serait peut-être une connerie sans nom. Ah oui. Okay. Mais là, il y a des gens qui vont... La psychiatre est d'accord. Parce que la lurazidone a plus de risque de dyskinésie tardive, peut-être, et d'autres signes, symptômes extra-pyramidaux. Là, il y a des connards qui vont dire, oui, mais si tu regardes dans les études, il n'y a pas vraiment de différence. Et c'est là où tu arrives au moment où, oui, en fait, on sait pas trop te dire. Okay. Ouais. Et ça, c'est un vrai truc. On a plein de raisons, plein de questions, on n'a vraiment pas trop de données, quoi. Okay. Ado, TSA. Donc, si jamais vous mettez un truc qui désanonymise, je ranonymiserai.
ado TSA et TDA, et surtout dépression suicidaire, et j'ai fait une ordo toute pourrie avec fluoxétine, sertraline et Ritaline, 70 mg en 2 prises, et toujours aussi déprimé. Qu'est-ce que vous feriez? Donc là, c'est bien, on voit ceux qui ont demandé à ce que les noms soient anonymisés sur le chat. C'est bien, c'est courageux. C'est courageux d'assumer ces ordos toutes pourries. On a tous fait des ordos toutes pourries. Personne voit les noms, on est d'accord. Personne voit les noms. J'ai vérifié, personne voit les noms. Donc on a tous fait des ordos toutes pourries. Et honnêtement, j'insiste là, je tape pas sur le TSA ni le TDA, mais c'est un des problèmes de ce qui se passe, c'est que je sais pas trop, moi, quand vous dites ça, à quoi ça ressemble. Ouais. Parce que moi, on m'a. Est-ce qu'on est sur un TSA des réseaux ou est-ce qu'on est sur un TSA franc à l'ancienne qui se voit à la consultation? Mais alors même des réseaux, c'est même pas genre contre les gens qui sont enfin c'est même pas les réseaux là. Honnêtement, je pense que les psychiatres se sont mis dedans tout seuls comme des grands. Hein. Oui aussi. Mais effectivement, je sais pas à quoi ça représente un ado TSA, TDA et dépressif. Tu vois, moi il y a des gens, on m'a appelé, on m'a consulté et c'était un maniaco-dépressif franc. Ouais. Ok. Il y a des gens où en fait il y avait des tocs de partout au milieu. De toute façon, moi un ado dépression suicidaire, les antidép font rien, j'essaye des régulateurs d'humeur. Hein. Moi, je pense que j'y vais rapido. Alors, clairement... oui, c'est un ado. C'est très jeune, quand même, une dépression suicidaire à cet âge-là. C'est souvent un signe que l'humeur est pas très nette. Il peut très bien être TSA et bipolaire, en plus, il y a pas de souci. Donc, vraiment... Si les antidépresseurs sont mis à haute dose, inefficaces, je vois pas trop... de raison de s'embêter. Ouais. Donc, je dirais rapidement sur le régulateur. Moi, il y a la question de la Ritaline. Par contre, honnêtement, que si je suis à 70 mg de Ritaline et que ça marche pas, ça saute. Hein. Ah oui, ça par contre, ouais. Oui, est-ce que ça marche la Ritaline? Est-ce que c'est le moment pour la mettre alors qu'il y a une dépression? Je sais pas. Voilà. Et fluoxétine, sertraline, vu que le niveau de preuve, donc ado, c'est pareil. Est-ce que c'est 12 ans? Est-ce que c'est 18? C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Moi, j'en vois. Tu m'as parlé d'une ado, elle avait 19 ans tout à l'heure, donc. C'est vrai. Donc en fait, effectivement, là, vu qu'on a un peu le temps, je vous invite à essayer d'être le plus précis possible. Oui. On est là pour ça. C'est un bon exercice. Honnêtement, en plus, c'est un bon exercice. Et donc, TSA, par exemple, c'est quoi qui pose problème dans le TSA, tu vois? Parce que, encore une fois, là, c'est devenu tellement vaste que, je sais pas, il y a des gens, qui ont leur petit rituel et ça pose pas vraiment de soucis tant qu'on les embête pas. Et est-ce que c'est un ado qui a toujours été un peu dépressif, toujours, dans un tempérament dépressif ou une allure dépressive selon ses parents, ou est-ce que là on est sur un vrai épisode dépressif? Ouais. C'est ça aussi, c'est important parce que c'est pas du tout le même pronostic, parce que les ados TSA un peu sévères, ils peuvent avoir une allure un peu dépressive au long cours, quoi. Et auquel cas c'est un peu plus compliqué de traiter, et auquel cas peut-être que de mettre de la Ritaline ça a aggravé le problème aussi, ou de mettre les antidépresseurs, je sais pas. Depuis quand est-ce qu'il est suicidaire? Est-ce que c'est les antidépresseurs? Est-ce que c'est la Ritaline qui a rendu suicidaire? Est-ce qu'il était déjà avant? En tout cas, si il y a pas mal de questions. S'il est pire. Donc ouais, là, moi, je ferais l'effort de. La réponse ce serait d'essayer de le préciser un peu, parce que là, clairement, à part tout dégager parce que ça marche pas, je pense que c'est compliqué de répondre. Mais moi, j'ai le lithium facile ou j'ai la kétia facile, honnêtement. Ouais. Faut pas, clairement. Quel antipsychotique pour stopper une phase psychotique induite par le méthylphénidate chez une personne bipolaire? Alors, faut arrêter le méthylphénidate. Déjà. D'accord. Et après, moi, ça dépend un peu de l'importance de la phase et de s'il y a des problématiques de poids derrière, parce qu'il y a Clara qui dit olanzapine tout de suite, mais moi, il y a des gens, tu mets 4 semaines d'olanzapine et tu mets 1 an à tout perdre. T'as 10 kilos de plus, c'est spectaculaire. Et s'il y a des problématiques dépressives derrière, parce que tu peux... non, mais je dis ça, mais en plus, chez les bipos, moi, je mets régulièrement un petit peu de risperdal pour les faire redescendre. Tu peux aldoliser, mais après, ça redescend peut-être un peu trop. Hein. Ouais. Puis moi, on en avait parlé, l'aldol. Aujourd'hui, l'aldol, quand il y avait rien avant, il y avait déjà quelque chose, la tolérance, elle est pas très bonne. Ouais. Ok. Comment contrer un effet d'agressivité du lamictal efficace par ailleurs? C'est une excellente question. Moi, chez un bipo, j'aurais tendance à le dégager. Ah ouais, clairement. Agressivité sous l'amygdale, moi je dégage. Je dégage. En fait,
Moi, honnêtement, Alors, faites attention aussi parce que l'amictal, sur les recommandations, c'est matin et soir. Mais clairement, le soir, ça peut empêcher de dormir. Donc, déjà, essayez de tout passer le matin parce que ça se trouve juste, il se tape des espèces d'insomnie. nuit un peu pourrie dont il se rend pas vraiment compte. Ouais, en voilà, plus. des nuits pourries où il y a des petits réveils vite fait nocturnes et du coup, ça le rend agressif. Mais sinon, si c'est tout mis le matin et qu'il est juste agressif sous l'amictal, ben, juste ça dégage, quoi. Enfin, Franchement, ouais. Moi, je le vois comme un antidep, l'amictal, à toute fin utile. ouais, un antidep un peu plus soft en termes d'impact long cours, mais ouais. Mais il y a des risques de mixité, Ouais. il y a une bonne tolérance, donc on a tendance à le prescrire un petit peu à tire-larigot. Les efficacités sur la dépression aiguë sont très moyennes. Sur le long terme, c'est pas sur le long terrible terme, non plus. c'est parti. Enfin, pour moi, et tu peux avoir des risques de virage et tout. Enfin, Mais moi, j'ai eu des patients. c'est le problème. C'est qui ça marche super des fois, bien. c'est quoi. radical. Ah ouais, des fois c'est radical, ouais. Donc c'est quand même très gênant quand on préfère une vieille bouse. Ah bah tiens, tu vois, LI plusieurs fois par jour pour le rein. Oui, mais du coup là, si tu dis, parce que si tu tombes sur un néphro... je dis pas que ça va forcément marcher en le mettant... pardon, on reparle du lithium parce que y a un commentaire de la personne qui a posté qui dit qu'en fait c'était bien du lithium en libération immédiate plusieurs fois par jour. Et donc clairement, je dis pas qu'en remettant en une seule prise le soir, ça va régler le problème. Mais je dis que du coup, on a un argument supplémentaire pour le tenter. Sauf que si tu tombes sur un néphro qui te dit « Ok, sortez-moi les études qui montrent que en LI, plusieurs fois par jour, ça va être plus décapant qu'en LP une fois par jour » et qui va fouiller et qu'il est au taquet, il va te la mettre sévère. T'as pas intérêt à tomber. De toute façon, moi, je le fais pas toute seule, hein, je le fais avec un néphro. Non, mais du coup, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à mon avis, ce truc, c'est bien en théorie quand tu fais un QCM et que tu montres aux gens mais en pratique, est-ce que tu es sûr de toi auprès de relancer la machine sur cet argument? Non. Est-ce qu'il pèse dans la balance? Oui. À quel point? Comment tu pondères? C'est ça. Ouais, non, mais c'est ça la question. Tu demandes à ChatGPT. Et voilà. Open Evidence. Tu vires les psychiatres. Parce que t'as un VPN. Donc là, on est d'accord, par exemple. Non, elles font pas mieux que les IA classiques maintenant. Ouais, mais je le trouve mieux foutu en termes de sources. Mais toi, tu l'as bien programmé, ton ChatGPT, mais pas moi. De toute façon, moi, il sort les sources et puis il me dit n'importe quoi et je vérifie à chaque fois, que ce soit Open Evidence ou machin. Ah oui, moi aussi, je vérifie, mais je trouve qu'elles sont mieux foutues sur Open Evidence quand même. Alors, une patiente ayant reçu un diagnostic de TDAH, tabagique, dépression récurrente vient en consulte. Une tentative de traitement par méthylphénidate rapidement avortée car par trop de différences constatées, elle n'a pas voulu poursuivre. Ça, c'est pas fréquent d'avoir des gens qui veulent pas vraiment poursuivre. C'est pas ça. Soit c'est que les gens sont vraiment pas patients parce que c'est quand même pas c'était pas très long, hein, le méthylphénidate. Non, t'as des gens aussi qui ont un peu peur du méthylphénidate. Ouais. T'as des gens qui ont suivi un peu la répute que ça a aux États-Unis et qui disent oh là là, ça a l'air un peu chaud quand même ce truc. Hein. Elle demande un traitement par bupropion dans l'idée que ça ferait d'une pierre 3 coups. Oui, pourquoi pas. Moi, j'adore parce que ça, c'est typique. Il y a peu de chances que ça marche, mais vraiment, pourquoi pas. Ça, sur la théorie, c'est beau. Ça, c'était vraiment tout en haut du Dunning-Kruger. Et t'as ce sentiment rassurant que tu vas faire 3 trucs en même temps. Et je trouve ça trop bien. Ouais, mais du coup, sur un coup placebo, ça peut très bien marcher au début. Ah bah oui, non, mais puis quand ça marche, c'est trop classe. Dans le doute, je lui dis que ça se tente, mais je suis moyen convaincu, notamment pour le TDAH. Il me semble que c'est pas concluant. Vous en pensez quoi? Alors franchement, moi je pense que c'est dur de pas le prescrire. Parce que elle y pense et les chances de succès quand les patients proposent leur médoc, tu dis j'ai regardé, ça a l'air pas mal, c'est une bonne idée, on va tester ça. Tu gagnes des points, il y a un effet placebo de malade et ça met des jalons tout à fait satisfaisants pour la suite. Si jamais parce qu'en gros. Oui, parce que même si ça marche pas, le patient, il sera plus à même de vous écouter. Tu veux commencer par là. C'est très bien. Soit ça marche très bien, soit ça marche pas. Pour la suite, ça commence nickel. Alors que si tu mets autre chose que ce qu'elle voulait, elle, ça risque, de toi de flinguer un petit peu ton avance et de te flinguer l'autre essai. Parce que moi, si tu veux, si je suis assertif au point de dire, ça marche pas, la Ritaline, je laisse tomber, et que je te dis, j'aimerais bien tester ça, t'as intérêt à me sortir des données de dingue pour pas tester l'autre, sinon je te considère comme un vieux con, jusqu'à preuve du contraire. Tu peux me filer le bon Dieu en slip, j'en ai rien à faire, ok? C'est ça, donc ça mange pas trop pain ça mange, en fait, le seul problème du bupropion, c'est pour son portefeuille à elle, donc à la limite, c'est son problème. Hein. Ça, et alors, moi, je vois pas de sauf si elle est épileptique, hein, mais je vois pas de raisonnement dans lequel, ne serait-ce que sur le tabac ou la dépression, si le bupropion améliore ça,
les scores de TDAH vont baisser. C'est sûr. Oui. Alors, les données sur le TDAH, parce que j'ai vu quand même qu'aux États-Unis, ça a la FDA approval pour le TDAH, t'as vu Le bupropion, non. Et ben, dans Up to Date, ça fait partie des indications. C'est pas vrai. Si. C'est dans la narcolepsie. C'est dans la narcolepsie sûre. Non, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Bah, jamais de la vie, ils ont pas fait les études dessus. Vas-y, regarde. Clara l'a regardé. Mais du coup, moi, clairement, j'irai là, franchement. Tu perds pas grand-chose. Hein. TDAH, off-label use. Ah merde. On est d'accord. D'habitude, ils le mettent pas en premier. Ils le mettent pas, parce que là, c'est. Mais c'est Open Evidence qui te l'a dit, non? Non, c'est Up to Date. Okay. Mais, d'habitude, dans Up to Date, ils le mettent pas en première indication quand c'est off-label. Ouais. Non, pardon. C'est moi qui dit des bêtises. 50 mg pour dormir, ça fait grossir, ça crée une dépendance de kétiapine. Merci. Oui, j'imagine. Ouais. Alors, moi, mon avis sur la kétiapine, c'est que dès les petites doses, que tu prennes 50, 150 ou 200 en moyenne, le poids est très similaire. Ouais, ça change pas grand-chose. Quand tu finis par passer sur 800, la courbe, la relation dose-poids est assez plate, ou alors machin, ou elle est pas monotonique. Si tu fais une étude, des fois ça va monter, des fois ça va redescendre, tu vois. Et après, ça devient monotonique et une relation dose-poids, mais sur des doses de dingue. Ah ouais? Parce qu'à mon avis, tu vas sur des autres mécanismes, genre le gars, il est défoncé du crâne, ou alors il est à moitié dépressif, je sais pas quoi, tu vois. Mais clairement, malheureusement, 50 mg, ça peut faire grossir et ça peut créer une dépendance. Là, c'est pareil, la question de la dépendance se pose. Je pense pas que tu peux dire aux gens, non, c'est des conneries, il y a pas de dépendance. Non. Parce que tu as des patients en face qui peuvent pas dormir depuis qu'ils prennent la kétiapine dès qu'ils l'arrêtent et qui vont te regarder en disant mais qu'est-ce que tu me racontes, est-ce que tu te fous de ma gueule? Okay. Oui, ça dépend ce qu'on entend par dépendance aussi. Parce que nous, c'est vrai que on n'aime pas trop ce terme pour les médicaments parce que quand on nous dit dépendance, nous on entend le gars qui cherche à en avoir plus que ce qui est prescrit et qui attend sa dose. Il est défoncé, il en prend de plus en plus. Quoi. Enfin, y a un effet, il a des ordos qui se falsifient, il va pas au boulot, sa femme le gole, il continue. Enfin, tu vois, donc c'est pas. Donc nous, c'est pas du tout ça qu'on voit avec la kétiapine. Alors c'est possible, hein, ça peut arriver, mais moi j'en ai jamais vu perso des dépendances à la kétiapine. Non, voilà, ça les calme un peu. En théorie, c'est censé être possible, en pratique. Donc en milieu carcéral, ils en prennent. Hein, tu peux Il y a certains milieux à Paris, par exemple. Ils prennent tout. Tu laisses traîner un pneu, ils prennent. Tout. Voilà, c'est ça. Mais en pratique, pas trop. Par contre, oui, il y a une pharmacodépendance, comme on aime à le dire, même si ça n'a pas de sens comme mot, mais c'est une pharmacodépendance dans le sens où en effet, vous pouvez pas trop vous en passer. Quoi. C'est dur d'arrêter. Ouais. C'est dur d'arrêter. Ça se fait, mais c'est dur d'arrêter. Une fois que c'est pris, voilà, ça va être long d'arrêter. Et puis si c'est oublié, on le sent tout de suite, quoi. Mais par contre, une fois que t'as arrêté, quand tu passes devant une pharmacie, t'as pas envie de reprendre ta kétia. Voilà. Tu te dis plus jamais j'y touche. Oui, c'est ça. Ce qui est très différent du Beaujolais ou de la morphine ou de la coke, d'autres choses. Ok. On peut pas répondre aux gens, aux problèmes des gens. Oui. Donc une façon simple de contourner, c'est de dire j'ai un patient qui, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et de toute façon, on répond comme on peut. C'est souvent assez vague, quoi qu'il arrive. Hein. Ou la théorie, quoi. Hein. Voilà. Dans un syndrome de stress post-traumatique, voilà. Là, il n'y a pas... attends, je vais la faire dans ce sens-là. Trouble dépressif récurrent, patient de 70 ans, sorti d'hospitalisation il y a 2-3 ans après dépression sévère plus idée de ruine, a depuis venlafaxine 150, olanzapine 5 mg sans presque aucun bénéfice. À noter, affecte plat toute sa vie. Psychothérapie, pas bénéfique. Ouais, moi, l'olanzapine, les personnes âgées, ils ont tendance à faire des problématiques psychotiques plus facilement. Mais du coup, je comprends pas, aucun bénéfice. C'est-à-dire qu'elle a toujours une dépression sévère et des idées de ruine? J'imagine que c'est ça. Mais moi, quand je lis ça, je me dis, ça doit pas être juste ça, parce que, du coup, la question se pose pas. Tu peux mettre absolument tout ce que tu veux, là. De toute façon, cette indication, typiquement, quand penser à l'ECT, là, c'est typiquement une bonne indication pour l'ECT. Je sais pas, alors, moi, perso, la patiente, mais je sais pas ce que demande, c'est quand penser à l'ECT. Après, si tu as d'autres solutions qui sont plus accessibles, on peut y aller aussi. Mais si tu as une ECT facilement accessible, pourquoi pas? Là, moi, quand vous posez ce genre de questions, je pense qu'il faut qu'on ait une vague idée sur le plan pharmaco, qu'est-ce qui a été essayé avant. Manque pas mal de choses. Si jamais il y a... Ça fait 2-3 ans qu'elle a venlafaxine plus olanzapine. Est-ce qu'elle va mieux? Parce qu'elle est sortie d'hospitalisation. On imagine que c'est mieux quand même. Donc on imagine que c'est mieux. Ou alors ça l'a abrasé complètement. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle a eu d'autres antidépresseurs avant? J'imagine que oui, parce que c'est un trouble dépressif récurrent.
récurrent? Enfin, c'est quoi l'évolution du truc? N'hésitez pas à détailler un peu plus parce que là, c'est un peu difficile de dire. Parce que les antidépresseurs, ça peut abraser sur le plan de l'humeur. Bah, Mais 70 ans en moyenne, olanzapine, venlafaxine 150, si t'as rien pris avant, faut non, mais je avoir pense de pas bons qu'elle ait arguments. rien pris Bah, je sais avant, pas du tu vois. tout. C'est ça le truc. Après, c'est un trouble dépressif récurrent. Je vois, par exemple, là, tu pourrais mettre du lithium, tu pourrais Bah mettre, oui, oui, tu oui, pourrais il y a mettre plein de trucs à tu pourrais mettre du essayer. Prami, tu pourrais mettre de Ouais. l'olanzapine. Pour moi, quand tu mets de l'olanzapine, et que les gens vont pas mieux, faut avoir des arguments sévères pour pas mettre la kétiapine à la place. Ouais, Sur le plan clairement. thymique, c'est juste mieux et les Ouais. effets secondaires sont très similaires, Ouais. voire un petit peu légers. Ouais, Alors la kétia, enfin sur le plan de l'humeur, la kétia c'est de l'olanzapine mieux tolérée, plus efficace sur Franchement, l'humeur. ouais, Donc c'est vrai ouais, qu'il faut avoir de sacrés éléments. Enfin là il y a un paquet de choses là à tester. C'est vrai que là c'est plus qu'est-ce qu'il faudrait pas tester. Et je pense que moi la venlafaxine 150 sur les dépressions récurrentes et tout, pour moi ça dégage. Juste ouais. Mais c'est dur à dégager, mais ça dégage. Mais je suis vraiment pas fan. Alors si tu peux dire des papiers où en fait on les monte à 600, etc. Mais moi je la dose et s'il y a une dose à peu près raisonnable, on passe à autre chose. Elle a 70 piges. Bah c'est ça, la 70 piges en dépression récurrente. Alors 70 piges en population générale, c'est pas très vieux, mais chez quelqu'un qui fait de la dépression récurrente, ça vieillit quand même un peu plus vite. Elle doit pas avoir la cervelle doit pas être très étanche. Et donc, du coup, venlafaxine, je pense qu'il faudrait au moins le diminuer. Quoi. Là, quelqu'un qui dit, vous pensez quoi de la lamotrigine, du topiramate pour l'état de stress post-traumatique? Et clairement, il faut essayer. S'il y a rien qui marche, le topiramate, ça fait partie des propositions à faire. Si en plus il y a des migraines, si en plus il y a des problématiques de surpoids, ça fait 2 indications d'un coup. Hein. Donc c'est très bien. Est-ce que le Prami est tentable chez un bipolaire ayant eu un antécédent de virage sous antidépresseur? Si oui, avec quelle couverture thymorégulatrice? Je suis pas au courant d'études qui permettent qu'est-ce qu'il y a? Impréciser la dose, impréciser quel type de thymorégulateur est plus efficace pour prévenir un virage sous Prami. Non, il y a pas. Alors, tu vois, si j'étais ministre de la Santé, section psychiatrie, on prendrait les cohortes de fondamentales, on démonterait, on supprimerait tout, tu vois, plus un centime, ils se font financer par Janssen et tout si ça les branche, mais pas un centime d'argent public, et on fait une étude randomisée. Et on met Prami plus lithium versus Prami pur placebo versus Prami sur kétiapine, et puis on voit ce que ça fait, et puis voilà, c'est fini, tu vois. Dire, mais ça se fait demain. J'ai une liste d'études, qui sortent de ma tête, quoi, comme des glaviots. Mais c'est vrai que ce serait pas mal de savoir ça. Ça serait pas mal, tu vois, au lieu de faire des fucking cohortes, l'interleukine 42, non mais j'en ai rien à foutre. Mais du coup, oui, il est tentable par contre. Donc oui, c'est tentable, il y a aucune raison de pas le tenter. C'est pas du tout le même mécanisme qui fait vriller dans le Prami ou sur les antidépresseurs. On est d'accord. Donc, du coup, ça se tente. Et la question, c'est est-ce qu'il y avait déjà eu lors du virage sous antidépresseur un régulateur d'humeur à ce moment-là, et c'est quel régulateur d'humeur? Parce que si tu me dis il y avait 100 mg de kétiapine, je vais te dire c'est un peu léger. S'il y avait 3 grammes de lithium et 9 comprimés d'épacote, je te dis bon, ok, donc voilà, faut pas se faire. Donc c'était une ado de 16 ans. Alors pardon, on revient du coup sur la question précédente. Essayez de faire en bloc, les questions en bloc, parce que sinon... C'était une ado de 16 ans qui a été déscolarisée longtemps, tellement insupportable. Ah oui, non, on va pas s'en sortir. On va regarder le cas clinique complet. Si vous pouvez renvoyer le cas clinique, on va s'y coller. Vous l'aviez envoyé plusieurs fois. On va s'y coller. Je vais faire une vidéo parce que les cas cliniques comme ça, c'était bien, mais ça me prenait un temps de dingue. Je les ferai en podcast à l'audio, c'est pas grave. Okay. Alors, il y a un patient qui nous parle de quelqu'un qu'il connaît, qui est bipo et TDAH, qui tolérait mal la Ritaline à 40 mg. Par contre, pas de souci avec le Concerta. Est-ce qu'il peut y avoir un risque sur le long terme avec le Concerta et jusqu'à quel âge on peut prendre du Concerta si pas de problématique cardiaque? Excellente question, car il n'y a pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de réponse. Mais franchement, je pense, si tu invites un cancéro ou un cardio et qui voit les questions et il te regarde et te dit, bon, là, il n'y a pas d'études, à mon avis. Les gars, il te dit, faut changer de métier, en fait. Tu vas faire de la magie. Tu vas faire de la magie. Mais je pense qu'il commence à militer pour sortir la psychiatrie du cursus. On est d'accord. Il dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour faire des études? Et tu leur dis, par contre, on sait que au bout de 4 ou 6 semaines, là, il y a moins de signes sur le TDAH. Merci. Bravo, docteur. Donc non, le risque sur le Concerta sur le long terme est sensiblement identique à ma connaissance à tous les autres. Il y a un cardio qui dirait non parce que le pic plasmatique est corrélé à la tension
Et du coup, le pic plasmatique est plus faible avec le Concerta, on est d'accord, qu'avec les autres. Là, il y a un autre cardio qui va dire, fous-toi de ma gueule, prouve-moi que sur 20 ans de prise, il y a une différence significative entre les deux et je te sors un biscuit. Et là, l'autre, il fait, je me rends. Okay. Et il n'y a pas d'âge. Enfin, il n'y a pas d'âge. Alors, en fait, moi, j'ai vu une patiente aujourd'hui qui m'a dit, mais c'était intéressant comme consultation. Elle me dit, ouais, mon fils va chez le psychiatre et il y croit pas au TDAH. Je dis que c'est n'importe quoi. C'est une mode. Ça n'existe pas. Tout le monde en parle. C'est insupportable. Et du coup, il prescrit pas de Ritaline. Et en fait, le fils, il est tellement TDAH que les profs disent, alors qu'il est au CP, hein, les profs disent, ben, en fait, il est même pas avec nous. Il est même pas avec nous. Donc, il vient en cours, mais il regarde le plafond. Ça sert à rien. La mère, elle est TDAH plein gaz. Et du coup, la mère, elle dit, mais est-ce que vous le mettriez ou pas à votre avis? Et en fait, moi, c'est pas compliqué. La consulte, elle prend 2 secondes. Est-ce qu'il y a d'autres raisons d'avoir un phénotype de TDAH? Est-ce que, je sais pas, il a une carence quelconque en fer? Est-ce que il a des troubles du sommeil? Est-ce que machin? Et sinon, bah, s'il fait pas ça, il va être déscolarisé. Donc, tu mets la Ritaline. Honnêtement, ça prend 10 minutes comme consultation. Hein. Donc là, il parle chez le psychiatre et le psychiatre, bon, ça aide pas du tout. Donc en fait, clairement, moi, si j'arrête la Ritaline, là, c'est un sens unique. Si j'arrête le Concerta, honnêtement, je suis tellement vénère. Je pense que je suis autant vénère qu'avant. Toi, tu dis que c'est ça, mais je le supporte plus. Oui. Je le supporte plus. Je serais capable, honnêtement, de me faire une dépression parce que je suis persuadé que la vie est ingérable parce que j'ai goûté aux fruits défendus du Concerta. Okay. Mais ça, c'est vraiment important parce qu'on n'en parle jamais, tu vois. J'ai une patiente qui me dit, j'ai toujours été TDAH, j'ai été diagnostiqué dans mon enfance, ok. Mais là, c'est insupportable. Il me faut un truc. Et je fais, mais qu'est-ce qui fait que t'as 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai parlé à des potes en médecine qui m'ont dit que j'avais un TDAH et j'y ai repensé. Et maintenant que j'y repense, c'est insupportable. Alors, oui, ça arrive souvent. Effectivement, tu vois, c'est un piège. C'est vraiment un piège. Donc, faut faire gaffe. Mais, on sait pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, le Concerta doit être pris si les patients sont au courant des incertitudes sur le risque. Et après, ils sont grands, ils choisissent. Okay. Mais il n'y a pas d'âge. Je pense qu'il ne faut pas se rassurer. Et plus on vieillit, plus, à mon avis, c'est dangereux sur le plan cardiaque. Donc, voilà. Tu veux dire ou pas? Non, vas-y. Alors, je reviens avec le problème de ma copine, qui est schizo-affective tendance plus bipo. Maintenant, c'est tous des copains. Elle a des variations d'humeur qu'elle ne supporte pas super. Elle est en train de changer d'antidépresseur pour le bupropion. Elle n'a pas encore commencé, mais rien que le fait de réduire l'autre et elle se sent revivre, l'antidépresseur avait été mis surtout pour des anxiétés, mais elle a eu une année de dépression profonde. Je sais pas trop où j'en suis. Elle est là, la suite est là. Elle aimerait réduire la Abilify de 10 à 5 mg parce qu'elle rame, elle est HS, voire changer carrément. Elle a fait un blackout. Vraiment, je ne pensais pas que ça pouvait être comme ça. Elle s'est remise parfois, mais parfois en plus de la fatigue, le cerveau est lent et comme si c'était quelqu'un d'actif, elle a du mal à l'accepter. Elle est suivie depuis ses 15 ans et les psys se sont excusés envers elle pour l'errance médicale. Ils auraient pu lui éviter son séjour en hôpital. Je sais pas s'il y a une question. Ah oui, d'accord. Elle a maintenant 40 ans, elle était hyper mince, évidemment les kilos sont installés. Elle est très disciplinée, essaie de trouver plein de stratégies pour compenser, mais comme elle est hyper fatiguée, genre à faire un bon nombre de siestes par jour, à ne pas avoir assez d'énergie pour faire certaines choses, elle se traîne. Ok. Bon, bah là. Il n'y a pas vraiment de question. Il n'y a pas de question. Je suis désolé. Je suis désolé, il n'y a pas de question. Il faut qu'on avance parce que sinon on va grammer alors qu'on n'a pas la. Il faut la question, je pense. Insomnie matinale. Pas la question avant, du coup? Non, je sais plus. Je pense pas. Insomnie matinale, dort 4 à 5 heures. Fluoxétine 80 mg et l'amygdale 300 mg. Clonidine 0,15 mg. Pas d'amélioration après une semaine. Azotékétiapine 50 mg. Wow! Alors, wow! Slow down! Oui, hein? Ok. Alors, on se détend. Oui. Moi. Attends, il y a eu tout. Non, il n'y a pas eu tout ça mis en une semaine. Non. C'est la clonidine. J'imagine que c'est la clonidine. 0,15. Donc là, la réponse est simple. La clonidine, ça met du temps à marcher. Oui, c'est 3 semaines plutôt. Hein, ça peut mettre 3 semaines à marcher. Alors, ça peut marcher vite sur les effets secondaires. Ça peut marcher vite sur la sédation. Il y a des gens qui sont défoncés au début et qui après dorment mieux. Il y a des gens qui dorment pas bien au début et dorment mieux. Donc, en gros, concrètement. Attendez 2 semaines. En gros, quand on est à la clonidine, il faut avoir en tête que on commence à taper sur des molécules, il n'y en a pas 50 000. Donc, il faut que ce soit des essais qui soient correctement faits. Donc, ça veut dire, se donner le temps nécessaire et doubler le temps, à mon avis,
Parce que soit t'es très pressé, soit en moyenne c'est 3 semaines, mais si t'as pas de bol, t'as pas envie de dire ça marche pas, alors que ça aurait pu marcher au bout de 5 semaines parce que ton patient il est un peu à droite dans la gaussienne, on est d'accord. Et il faut se poser la question, Fluox 80 à l'amygdale 300, ça peut empêcher de dormir. Ça peut empêcher de dormir. Même le matin. C'est attention, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à beaucoup penser qu'un médicament qui empêche de dormir, c'est à l'endormissement le soir. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de médicaments, et vraiment la fluoxétine et le Lamictal en font partie, qui provoquent des insomnies, soit dans la nuit, soit le matin. C'est même si on le prend le matin très tôt, ça peut vraiment poser problème à n'importe quel moment de la nuit. Donc là, moi, clairement, je me poserais cette question-là. Parce que, moi, clairement, si j'ai quelqu'un avec Fluox 80 et l'amygdale 300, faut vraiment qu'il y ait une amélioration nette mais partielle avec le premier, nette mais partielle avec le second. Et si jamais l'insomnie elle est due à cause des deux médocs, ça saute, hein. Ça saute clairement. Et si l'insomnie était là avant les médocs, j'aurais mis autre chose que la fluoxétine et la motrigine 300. Tu vois, donc ok. Apparition d'un jeu pathologique sous Abilify. Ah oui, c'est pas souvent. Est-ce que vous avez une idée de solution à part switcher? Alors là, honnêtement, c'est funky. Moi, quand c'est ça, j'appelle les proches et je leur explique le truc. Et il faut qu'il y ait les comptes en banque qui soient là. Et il faut que le proche revienne pour me dire que c'est mieux. Parce que le patient, honnêtement, en moyenne, il te ment. Oui. Okay. Et du coup, là, moi, honnêtement, si le bénéfice de l'Abilify est important, c'est vrai que ça m'est pas vraiment arrivé. Ça m'est jamais arrivé d'avoir ça. Donc moi, je peux répondre avec la question du Prami. Et honnêtement, et pour le coup, ça m'est arrivé d'avoir des gens avec un jeu patho, mais qui sont mieux sur Prami. On a mis un neuroleptique, on a mis de la naltrexone, on a baissé la dose, on a mis en LI, en LP, on a mis un autre agoniste. Ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Il y a quand même parfois des problématiques de temps, quoi. Le compte en banque est pas extensible comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu chaud, moi j'ai pas 36 000 solutions là. J'ai pas 36 000 solutions. En moyenne, je pense que ça s'arrête, ne serait-ce que pour des considérations médico-légales où le patient se retrouve à la rue, il te met un avocat au dos. Je sais pas trop. Parce que là, parce que si tu mets de l'altrexone, c'est bien, mais t'es en train de faire de l'expérimentation pure et dure, quoi. Donc en moyenne, t'as plus d'arguments pour dire ça, autre sauce peut marcher, que pour dire l'altrexone peut permettre. Ok. Sous sulfate de phénylzine. Pensez-vous qu'ajouter du Prami soit faisable et si oui, y a-t-il un risque de perturbation thymique? Excellente question. Alors là, j'en sais rien du tout. Est-ce que tu peux ajouter du Prami avec du sulfate de phénylzine? Alors, en théorie, tu peux. Parce que c'est un agoniste. Ouais. C'est pas un inhibiteur de la recapture de la dopamine. D'accord. Est-ce que c'est intéressant de le faire, sachant qu'en théorie, tu as déjà de la dopamine plein les synapses? Est-ce que tu veux mettre un agoniste par-dessus? Je suis pas sûr que ce soit sur le plan théorique utile. Sur le plan moteur à long terme. Sur le plan moteur, on sait pas trop. On sait pas, je veux dire. On sait pas trop. Ça me semble un peu risqué, moi, de. Mais là, faut regarder. Là, moi, j'ai jamais eu cette idée-là, honnêtement. Donc, c'est une bonne idée. Je vais regarder sur les case reports qu'on peut avoir. Pour l'instant, comme ça, à chaud, je dirais que c'est une idée de cow-boy, mais pourquoi pas. À chaud, on s'y aura mal entendu, tu vois. C'est une Jean-Claude Duss. Mais et oui, un risque de perturbation thymique toujours. Hein. Mais c'est vrai qu'avec de la phénylzine, c'est pas vers ça que c'est pas ça que j'aurais mis en premier, quoi. Ouais, moi j'aurais essayé de trouver un mécanisme très différent. De Donc ça va peut-être c'est peut-être con hein, parce qu'en pratique la pharmaco en théorie comme ça marche pas trop, mais ok, c'est bon, on n'est pas trop en retard. Ok. Attends. Non, on en est là, ok. Donc là, c'est l'autre, plus d'hydédrine après hospitalisation, après avoir été stabilisée, plus d'éléments psychotiques, pas d'autres antidépresseurs. Elle a rien pris avant. C'était la dame de 70 ans. Sous olanzapine, 5 mg et venlafaxine 150. Donc elle a rien pris avant. Et là, c'est l'autoroute. Plus d'hydédrine après avoir été stabilisée, plus d'éléments psychotiques, pas d'autres antidépresseurs. Et voilà, c'est l'autoroute, honnêtement. Tu peux
mettre tout ce qui te passe par la tête. Moi, j'aurais commencé par du lithium s'il y a des dépressions récurrentes. Mais du coup, tu dégages l'antidépresseur. J'aurais commencé par dégager l'avant la Parce que pour moi, de toute façon, plus d'hydédrine, ça va être plus l'olanzapine. Enfin, tu me diras, on n'en sait rien. Mais... Bon, on n'en sait rien. Est-ce qu'après 2-3 ans, il faut continuer à garder ça? Bah, c'est ça aussi la question. Parce que l'olanzapine, t'as intérêt à avoir des arguments solides de ouf. Moi, l'olanzapine, est-ce que ça marche ou pas? Si ça marche pas, ça dégage, mais genre immédiatement, tu vois. Sauf si tu dis on va doubler la dose. Et là, alléluia. Donc, et moi, franchement. Vu qu'elle est abrasée, c'est vrai que je pense qu'il faut diminuer. Moi, je serais parti sur autre chose, hein. Et alors, je suis désolé, mais le Prami. Le Prami. Non, moi, je serais déjà parti sur une diminution des traitements. J'aurais mis de la Ketia, j'aurais mis autre chose, mais et c'est pas impossible que tu diminues la dose. Et tu sais, il y a un delta et même et tu dis oui, mais elle était dépressive avant. Oui, mais vu qu'elle a goûté au neuroleptique, ça se trouve tu l'as. Parce que c'est vraiment thérapeutique, tu vois. Tu peux le faire dans les deux sens. Tu peux, si jamais chez des gens susceptibles de diminuer, d'arrêter le neuroleptique, ça peut les faire vriller. Tu peux aussi chez des gens dépressifs. Quand tu arrêtes le neuroleptique, ils ont un peu plus de plaisir, ils vont mieux, et après, ils redéconnent. Mais ça peut être un traitement à part entière, ok? Donc là, si tu mets un autre médoc et que tu baisses l'olanzapine en même temps, tu vas peut-être te dire, ah, mon autre médoc marche, alors que tu as juste enlevé ta bouse, tu vois? Donc c'est compliqué. Il y a des gens qui vont se désabonner, ils vont dire, ouais, franchement, ça devient, je suis encore moins sûr, c'est l'enfer. Avez-vous un avis sur le Plucalopride? Oh là, je connais pas ça. Ce laxatif qui aura un effet intéressant dans les dépressions résistantes. T'as un avis? Alors, le Plucalopride, pour moi, c'est un agoniste 5-HT3. Je m'en vais regarder. Ah non, 5-HT4. Fuck. Mais oui, je suis débile. Alors, le Plucalopride, honnêtement, je n'ai pas d'avis sur la dépression résistante. Néanmoins, c'est un agoniste 5-HT4. On s'en sert chez les gens qui sont constipés. Okay. D'accord. Donc là, tu vas aux États-Unis, tu leur dis, mon patient, il est constipé, c'est l'enfer, il a fait 2 occlusions. Il te regarde, il dit, qu'est-ce que t'as mis? Tu dis, j'ai mis du Macrogol. Il dit, t'as mis quoi d'autre? Tu dis, rien. Tu pars au procès. Il prend une brouette et il t'amène au procès lui-même. Okay. Il faut mettre du Plucalopride. Alors, il faut pas mettre du Plucalopride, mais normalement, tu l'envoies chez les gastro et ils se démerdent pour mettre ça, tu vois. Donc, t'as des trucs. Néanmoins, vu le mécanisme théorique, qui est un agoniste 5-HT4, honnêtement, tu prends une petite fluoxétine, t'as pas beaucoup de différence. Alors, tu vas me dire, parce que tu bloques la capture, t'as de la sérotonine qui est agoniste, donc t'en as partout. Tu vas me dire, oui, mais là, tu bloques le 5-HT4 et pas le reste. T'es agoniste sur le 5-HT4 et pas le reste, donc c'est vraiment idéal. Je vais te dire, pourquoi pas, montre-moi des études randomisées répliquées. Parce que, franchement, si tu prends les études sur les souris, il y a plein de trucs qui marchent. Si tu prends les études sur les êtres humains, qui sont contre placebo avec assez de patients pour qu'on dise que c'est une étude de phase 3 et pas une étude de phase 2 ou 1, c'est autre chose. Donc, honnêtement, moi, maintenant, je les lis même plus, hein. Parce que tous les jours, tu sais, j'ai les newsletters, donc je me réveille, nouvelles machin, trucs muches, des trucs théoriques qui marchent, t'en as une partie. Et celle qui passe l'épreuve de d'étude randomisée, là, c'est pas tout à fait. Le problème, c'est que parfois, quand on écrit les messages, ça part tout seul. Du coup, c'est en plusieurs épisodes. Et puis, la question, c'était au tout début, par quoi remplacer l'Abilify? Ah oui, c'est ça. Et comme vous aviez pas de détails, ok, ouais. Ah oui, c'est pas terrible, d'études. Alors, ma proposition serait de l'écrire sur Word et après de le balancer et après d'envoyer un message à Softac en disant qu'est-ce que vous foutez. Attends, du coup, c'était par quoi remplacer l'Abilify pour la personne qui a tout ça. Mais attends, vas-y, remonte parce que moi, je me rappelle plus ce qui était écrit. Oui, celle qui a pris des kilos sous Abilify, qui est complètement à la masse, en gros, à cause de ça. Ouais. Il y a plein de choses. Moi, je t'aurais dit comme ça, la lurazidone, mais en fait... Oui, il y a plein de trucs à essayer. Moi, c'est vrai que je suis pas fan de l'Abilify chez les bipos. Moi, je suis pas fan de l'Abilify chez l'être humain. Ouais, alors c'est vrai que alors, sauf les quelques schizophrènes, pas trop méchants, qui sont bien avec, impeccable. Et j'ai eu quelques aussi chez qui ça marchait bien. Ouais. Mais c'est vrai que chez les bipos, je trouve que souvent, ça les abrasse, quoi. Ils sont à la masse et tout. Donc, faut changer. Mais là, ça va pas être très compliqué de changer, non? Faut essayer n'importe quoi d'autre, quoi. On peut. Je dis pas qu'il faut le faire, mais on peut.
On peut essayer n'importe quoi d'autre. Franchement, ouais. Enfin là, il y a énormément de trucs. Hein. Il y a énormément de trucs, mais souvent la première étape, c'est de virer la Abilify Mais oui, très clairement et de voir ce qui vu passe qu'elle a après. déjà pris du poids, on peut lui mettre de l'eau dans sa vie. Mais ouais, j'espère qu'on n'est pas passé à côté, mais là, de l'intérêt de la question, là, au pire, refaites ça dans un commentaire sur le blog parce que c'est vrai qu'elles sont un poil longues. Est-ce que vous connaissez le Fabomotisol et si oui, qu'en pensez-vous? Ouais, Alors moi, là, je connais le pas ça. Fabomotisol, mais c'est quoi ça? C'est quoi? On sait pas trop comment ça Ah, marche. c'est en Russie. Un inhibiteur de la MAO réversible. Ok. Ouais, non, mais en gros, il n'y a pas la moindre foutue idée de comment ça marche. Non, bah, je connais pas du tout. Je vais regarder. Tiens, je me le mets en favori, hop. Ouais. Mais je connais pas du tout, excusez-moi. Peut-on faire un procès à un psychiatre consulté pendant 20 ans sans qu'il s'aperçoive que le patient était bipo? Alors, tu peux le faire. Mais ça veut pas dire que tu vas gagner. Tu peux le faire, mais tu vas perdre, c'est sûr. On est en France. Tu vas perdre, c'est sûr, parce que en France, les gens... En France, la confraternité passe avant tout. Ah non, c'est Bah, même pas si. ça. Oui, non, mais là, toi, tu vas t'empaler les médecins. Mais Bah non, mais c'est vrai. Enfin, bon, j'ai rien non, dire de... non, mais l'avocat, Oui. il est pas le juge, il est pas confraternel ou pas. Non, mais le truc, c'est que dans... Non, mais je vais pas en dire plus parce que je vais m'empaler les médecins. Pardon, dis ce que tu voulais dire. J'ai un avis très tranché sur la question, okay. Mais c'est un avis qui passera pas. Légalement, sauf erreur de ma part, hein, légalement, le médecin doit vous avoir donné le standard de soins. Donc, si le standard de soins français est pourri, c'est quand même bon. Donc, vu que le décalage en moyenne de le diagnostic, c'est 20 ans, 15 ans, 10 ans, selon les pays. Ouais, en France, je pense que c'est pas 10 ans, mais bah, déjà, il n'y a plus de psychiatre, donc ça va. Ouais. Et ben, en fait, c'est mort. Et alors après, j'insiste. Moi, j'ai été abîmé par certains psychiatres. Oui. Ok. Il y a un psychiatre qui m'a dit, en fait, vous êtes qu'un connard, vous irez jamais mieux. Il avait tort parce que je vais mieux. C'est bien. Oh, t'étais parti. Oh, je t'ai coupé l'âme sur le pied. Oh. Et si je rencontre, j'ai même pas, elle est pas mal, franchement. Elle est très bien. J'ai même pas de rancœur pour ce gars, honnêtement, parce que ça sert pas. Ça ne sert pas. Donc la question là, c'est de la DBT. La question, c'est pas de savoir si tu peux faire ci ou pas. C'est est-ce que c'est efficace? Est-ce que tu vas avoir plein de fric? Non. Est-ce que si devant une cour européenne, devant toi, il y a un gars qui dit vous êtes coupable, docteur Michnok, là, vous allez en tôle. Est-ce que tu vas être content plus de 24 heures? Bah, ça t'aide pas vraiment. Donc la rancœur est parfois utile. Là, à mon avis, c'est vraiment pas une très bonne idée. Et puis il y a peu de chances que ça marche. Donc, et pas beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand-chose. Pour rien. Est-ce que les barbituriques ont un intérêt en psychiatrie hors épilepsie? Ah oui. J'avais prescrit, moi, perso. Ah oui, moi j'ai prescrit 2-3 fois. Pas. Et puis en général, quand tu dis aux patients barbituriques, ils te regardent avec des yeux ronds, ils disent non. C'est quoi la différence? Ah bah, c'est que c'est plus létal quand même. Ouais, hein. quand même, ça tue un peu plus. Et ben concrètement, oui, à mon avis, c'est utile. Il y a des gens qui sont angoissés sévères et le barbiturique est quand même beaucoup plus puissant que la benzo. Et on a arrêté de se servir des barbituriques parce que il y avait un risque que les gens s'abîment avec. Et aussi, c'était les nouvelles molécules et c'est toujours la même histoire. Bah, puis c'était très utilisé dans les tentatives de suicide. Oui, bah oui, c'est quand létal. tu dis s'abîme avec, oui, c'est genre, se tue, okay, quoi. Mais c'est toujours la même histoire. Les tricycliques, on a arrêté de s'en servir, on a mis la venlafaxine et toute la clique. Sauf que, bah, ça marche beaucoup moins bien. Oui, mais c'est pas la même histoire. Tu tues moins quand même avec les tricycliques qu'avec un barbiturique. Non, mais tu tues beaucoup plus avec un tricyclique qu'avec de la venlafaxine ou qu'avec de la sertraline. Oui. Beaucoup plus. Oui. Tu tues beaucoup plus avec des molécules anciennes qu'avec des molécules nouvelles parce que les molécules nouvelles, tu vois, tu suis la France, enfin, tu suis la science et en fait, l'idée c'est de vendre à de plus en plus de monde. Okay. Et c'est pas la faute des labos. S'ils font un truc bien pour une population très limitée, bah ils font faillite. La zuranolone, là, c'est un bon exemple. C'était pour la dépression postpartum, mais ça coûte tellement cher, il y a tellement pas moyen de scale le truc que bah c'est mort, tu vois. Donc en fait, oui, c'est utile. Enfin, c'est à mon avis nécessaire. C'est comme les IMAO, tu vois, on pouvait pas les filer à tout le monde. Bon bah maintenant tu vas t'as de la sertraline à tous les couloirs. Mais oui. Kétiapine, un switch kétiapine-lurazidone, vu que les effets ne sont pas les mêmes et que l'affinité sur les récepteurs est globalement différente, ça ne peut être que la diminution
la plus lente Ouais, de la qualité possible avec l'augmentation raisonnable de l'autre. Grosso oui, modo, voilà. Ouais, c'est faut aussi simple que dissocier ça. les deux, quoi. En gros, c'est pas, on remplace pas l'un par l'autre directement. On est sur une efficacité similaire, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Dans le Ouais. corps, il se passe pas la même chose. Ah oui, donc là, c'est par rapport à la Gertrude de 70 ans. On peut dire qu'on connaît une Gertrude Tranchard, je pense que c'est pas mal. Ça peut être un petit running même. J'ai peur qu'elle refasse une psychose si on enlève le lance-de-pile. Ouais, je comprends. Moi, de toute façon, je prioriserais plutôt la baisse de Mais ça peut être l'avant-l'offre, mais en fait, là, ouais. Mais là, mais, tu, enfin, il faut prioriser un changement, en tout cas. tu peux faire tellement de trucs, honnêtement, mais que... ouais, c'est ça. mais enfin, moi, là, typiquement, sur ça, enfin, si c'est à chaud comme ça, si la patiente est telle que je me l'imagine, avec le C'est contexte ça. aussi, tu vois, t'as vu cette Oui, précaution. après, c'est bien parce qu'on se fait vite une image mentale Ah bah des oui. patients parce qu'on rencontre un peu des patients similaires. Et moi, c'est vrai que dans l'image mentale que j'en ai, je vois une patiente abrasée et du coup, la première chose à faire pour moi, c'est baisser les Et antidépresseurs. qui a pas fait d'éléments psychotiques avant, j'imagine, donc elle a été suivie en psychiatrie, machin. Ça se trouve, elle a tu vois, elle est en train de déclencher un truc neurodégénératif quelconque. Enfin, mais là, oui, enfin là, moi, honnêtement, c'est un peu comme si tu me disais comment tu parlerais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un lors de ton premier rendez-vous. Et franchement, j'ai tellement d'idées. Est-ce que tu connais l'opipramol, du coup? L'opipramol. Alors, il y en a il y en a un qui a décidé de me mettre un petit peu en PLS. Ouais. Attends, est-ce que je connais l'opipramol? Tu connais l'opipramol? Bah, je peux dire que non, mais... Moi, je connais pas l'opipramol. Hein. Attends, parce que ça se trouve, c'est l'oméprazole. Non, c'est un tricyclique. Ok. Eh bah, franchement, allez hop, je me le rajoute aussi. Bah, mon gars, non, je connais pas. Mais dis donc, tu traverses la frontière et puis c'est un truc de dingue, hein. C'est une dibenzazépine. Ah oui. Ce qui ressemble à l'imipramine. Similaire à iminodistilbène. Oh bah mon gars, là, il y a de la pharmaco à faire. Non, je suis désolé pour les Russes du blog, mais c'est vrai que je connais pas du tout. Excusez-moi. C'est encore un truc russe? Bah, c'est utilisé en Europe. C'est en Europe, la Russie? Non, pas du tout. C'est en quoi? C'est en Russie. Non, mais c'est quel continent? Eh ben, c'est l'Asie. Ah bon? Bah oui. Ça change tout le temps. Non. C'est entre l'Europe et la Russie d'un plan géographique. Mais non, si c'est écrit en Europe, c'est pas en Russie. Mais du coup, bon, ça a l'air d'être un tricyclique. Comment vous connaissez tous ces médicaments à la personne sur le chat? Alors, on a le temps pour une question ou deux encore. Je suis pas russe, lol, c'en est qu'une plutôt méconnue, je voulais vous mettre en difficulté. Bah, c'est bien joué. Ah, bah, c'est bien joué. Vous avez vu que je mens pas. Ouais. Vraiment, je sais pas ce que ça veut dire du tout. Ouais. Attends, fais-moi, est-ce que j'arrive à faire ça? Ouais, c'est bien comme ça. Ouais, comme ça, c'est bien. Et du coup, c'est quoi? Vous avez été sur ChatGPT, vous avez tapé molécule pas connue? J'ai envie de Ken Sikora et sa grossesse. Alors, adolescente de 16 ans, trouble bipolaire. Alors, TB, moi, je dis trouble bipolaire, mais peut-être que c'est trouble borderline. Ouais, moi, c'est bipo pour moi, TB. Bien stable sous Abilify 5 mg par jour, bien toléré. Eh ben, tu vois, ils existent. Mais voilà. État de stress post-traumatique qui se rajoute. Au trauma ancien, mais la clinique arrive ensuite à un événement qui rappelle l'événement traumatogène. Ok, donc c'est une réactivation, on va dire ça. Ouais. Pertinence de mettre un antidépresseur pour l'état de stress post-traumatique. Augmenter d'abord le thymorégulateur pour préparer le terrain d'abord. Oh là là. Moi, franchement, j'aurais mis de la prazosin. Ouais, clairement. Parce que en fait, le problème des antidépresseurs dans l'état de stress post-traumatique, c'est que je trouve que le niveau d'efficacité c'est pas dingue. Pas incroyable du tout. Des fois, c'est bien, mais en pratique, franchement, tu lis les études, tu prends ton ordonnance, t'es content. Mais franchement, moi, par rapport à il y a 10 ans, quand j'ai commencé, l'optimisme a un peu diminué. Hein. Pour moi, l'état de stress post-traumatique, ça fait partie des troubles qui sont difficiles à traiter pharmacologiquement, à part la prazosin, au contraire, où là, t'as une vraie efficacité. Sur le reste, je trouve que c'est compliqué à traiter. Alors du coup, d'aller mettre un antidep chez une gamine adolescente bipolaire, alors que je suis pas sûre que ça va servir à grand chose. C'est vrai que je suis d'accord, je mettrais d'abord de la prazosin, enfin de la doxazosine maintenant, parce qu'on peut plus mettre de prazosin, mais la doxazosine déjà au coucher sur les cauchemars, et si il y a des reviviscences en journée et qu'elle le tolère bien, on peut en mettre un petit peu en journée aussi, même si c'est pas du tout evidence-based pour le coup. Si la doxazosine en journée. Oui, mais bon, là, c'est les petits pas de côté, là. Oui, c'est les petits pas de côté, parce que ça reste du syndrome de répétition, donc voilà. Mais
Bah, et peut-être essayer juste d'augmenter l'Abilify, peut-être que ça aidera sur l'état de stress post-traumatique. En plus, c'est pas forcément complètement Et déconnant. alors là, honnêtement, c'est vrai que je pense que si tu arrives à Parce que faire l'Abilify, comprendre à c'est tout le aussi monde. étudié dans l'état de stress post-traumatique. En plus, il me semble que dans Maudsley, le Ouais, met non, mais c'est dans pas les ouf. Hein, mais c'est pas dingue. Non, mais il y a rien qui est dingue dans l'état de stress post-traumatique. Bah, en tout cas, moi, je mettrais pas un antidep pour ça à 18, à 16 piges, Bah, s'il y a un ça me diagnostic semble machin. compliqué. Et clairement, c'est vrai que si jamais le trauma date d'il y a longtemps et que ça s'est bien passé et que là c'est réactivé, on peut être à peu près optimiste sur le fait que ça, tu vois. Donc j'imagine, ce qui nous ferait craindre, c'est si le sommeil est perturbé et là tu mets de la prazosine. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment, j'aurais pas sauté sur un antidep, clairement. Ouais. Sauf que l'effet sur l'humeur des antidépresseurs est plus notable que sur le PTSD quand il s'agit de dégrader l'humeur des patients. C'est ça. Je suis d'accord. Ouais, clairement. Ok. Est-ce que la consommation de concombre peut déclencher un épisode dépressif chez un patient bipolaire? Oui. Tout. Et sinon, monte ton étude. Et si jamais je suis ministre de machin, ma deuxième étude, c'est sur ça, avec les concombres. Mais tu sais que j'en ai parlé aujourd'hui en psychoéducation de ta dépression sur consommation de concombre. Alors, c'est marrant que ça ressorte aujourd'hui parce que j'ai pas d'Étienne C'était sûr que t'allais craquer. Merde. J'en étais sûr. Mais non, mais il y a pas de nom de famille, on s'en fout. J'ai pas ce nom-là dans la psychoéducation. Désolée pour l'anonymat. Non, mais lui, il y a pas de nom de famille. Donc lui, c'est un qui connaît, il sait quand tu bouffes du concombre et quand on n'en bouffe pas. C'est pas souvent, hein, la consommation de concombre chez le docteur Sicor. Non, mais c'était à l'époque où je bouffais des concombres, moi. Mais c'était dégueulasse. Avez-vous connaissance d'effets métaboliques à moyen, long terme avec la duloxétine ou autre IRSNA, ISRS? Ce que j'ai trouvé dans la littérature est assez vague. Oui, j'ai une réponse très claire. Tu peux ne pas prendre de poids et tu peux prendre un poids de dingue. Merci pour la réponse claire. Je t'en prie. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais il y a du poids qui est pris, en moyenne, c'est vicieux. Tu vois? C'est pas, je crève la dalle, faut qu'on fasse quelque chose. C'est, ouais, ça va. Toi, tu le vois pas trop. Et puis, un jour, tu dis, tiens, j'ai pas pris le poids, là, c'est quoi cette histoire? Et il y a 5 kilos. Et en fait, personne l'a vu venir. Je trouve. Okay. Je trouve. Toi, t'as bloqué sur le chat Facebook. Oui. Mais je croyais qu'ils avaient pas de chat pour les autres. Les gens, ils peuvent voir, mais nous, on répond pas. Bah oui, de toute façon, t'as vu, on peut pas répondre à tout le monde, donc ça sert à rien. Honnêtement, je trouve que c'est plus simple comme ça. Si ça plaît pas aux gens sur le truc gratuit, on laissera tomber, c'est pas très grave. Oui, c'est ça. Ok, donc clairement, les gens sous antidep, là, faut check le poids, quoi. Oui, c'est ça, vraiment surveiller. Hein. Ça peut ne pas être terrible. Chez les patients sous metformine et GLP-1 agonistes, t'es où, là? je suis là. Comment... ça, d'abord. Ah oui, le lithium peut-il faire qu'on n'a plus de rêves ou qu'on ne s'en souvienne pas? Eh ben oui. Oui, alors plus. C'est pas le plus fréquent, mais il y a quand même une activité sérotoninergique, on va dire. Et une des choses que font les antidépresseurs sérotoninergiques classiques, c'est que ça supprime le sommeil REM, on est d'accord. C'est partie des effets les plus répliqués. Et du coup, ça peut te supprimer tes rêves. Ah oui, c'était ça. Ok. Donc oui, c'est possible. En moyenne, ça revient, je trouve, moi, quand les rêves. Le problème, c'est que là, les problèmes... Qu'est-ce que tu fais? Rien, je regarde. Tu vas sur le chat Facebook? Non, pas du tout. Donc oui, c'est possible. Après, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on se souvienne des rêves ou pas. Mais oui, les lithium, ça peut faire ça. En moyenne, ça revient. Hein. En moyenne, ça revient. Chez vos patients sous metformine et agonistes GLP-1, comment est-ce que vous gérez le rebond à l'arrêt? Alors là, honnêtement, moi, je trouve que chez les patients sous metformine, des fois, ça se passe pas trop mal. Ouais. Et ils arrivent à maintenir. C'est pas le plus fréquent. En moyenne, ça remonte. Et moi, je le sais parce que j'ai plein de patients qui disent le pharmacien m'a fait suer, le médecin généraliste veut pas, il a dit que vous allez vous faire radier à force de prescrire la metformine, blablabla. Et du coup, on a pas mal d'essais on-off de metformine et je trouve que ça remonte tranquillou. En moyenne, mais des fois, ça se passe bien. Okay. Les agonistes GLP-1, quand tu es sous psychotrope qui donne faim et que t'arrêtes, en moyenne, je trouve que ça revient à une vitesse de malade. Ah bah clairement, ouais. Je trouve. Mais là, parce que dans les études, machin, il y a des gens qui disent qu'il y a juste 20% des gens qui reprennent tout leur poids, c'est déjà pas mal. Ça fait
80% des gens qui reprennent pas leur poids de base. 20% qui reviennent case départ. Moi, c'est 100% des gens reprennent un poids de dingue, tellement que en fait, ils recommencent le sémaglutide parce que c'est flippant. C'est flippant. Donc honnêtement, tant que la cause de prise de poids est toujours là, oui. c'est ça. Si t'es son, donc ça marche. Mais ça, c'est la rançon du succès. Ça marche très bien. Et quand tu l'arrêtes, ça marche moins bien. Enfin, je veux dire, tu perds les effets, quoi. On en fait une dernière? Ouais. Ça te va? Je te vois ruminer. Ah non, pas du tout. Pourquoi la kétiapine est plus sédative que la mirtazapine et la myrcérine chez les patients alors qu'il me semble qu'elles ont un taux d'occupation H1 plus élevé? Il y a le côté anticholinergique aussi. C'est une excellente question. C'est le sujet du moment d'ailleurs, sur le blog. Ah bon? Bah oui, c'est le KI et tout le taram. Ah, ça. C'est les constantes d'inhibition et de dissociation, on est d'accord. Ok. En gros, il y a les métabolites actifs. La kétiapine a un métabolite actif qui sont pas pris en compte quand on regarde le taux d'occupation des récepteurs H1. Ok. 2, il y a quel est le taux de concentration de ces molécules dans les zones qui nous intéressent. Ok. Et les zones qui sont impliquées dans la sédation, c'est un mélange de tout. Attends, je vais juste te dire, plus de questions, qu'on fasse pas les trolls. Et dans pour le maintien de l'éveil, il y a plusieurs zones, plusieurs circuits, plusieurs structures. Donc, tu as les zones qui t'endorment, les autres qui te maintiennent éveillé, les autres qui... Et en fait, ça, on n'a pas la moindre idée de quelles est des différentes concentrations relatives des molécules. Ok. Il y a les autres récepteurs. Parce que quelqu'un qui a une molécule qui bloque l'histamine, seul, c'est pas pareil que s'il a une molécule qui bloque les récepteurs alpha 1 ou 2. C'est pas pareil que s'il a une molécule qui bloque ça, et des trucs sérotoninergiques, le 5-HT2A, etc. Donc en fait, il y a tous les autres récepteurs. Okay. Et il y a, on pourrait faire ça pendant longtemps, hein, mais il y a aussi le fait que les constantes d'inhibition ou de dissociation qu'on voit dans les bouquins, c'est des trucs qui ont été utilisés, qui sont issus de calculs, de suppositions, d'expériences qui n'ont honnêtement rien à voir avec ce qu'on fait en pratique. Donc en fait, quand tu as tes constantes d'inhibition, etc., c'est un début de réflexion pour dire là, est-ce que c'est pertinent a priori de faire une étude qui me permet de prouver ça, tu vois? Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Donc clairement, en fait, la kétiapine est plus sédative parce qu'il y a d'autres récepteurs qui sont stimulés. Oui, parce que c'est l'effet anticholinergique joue beaucoup. A priori, sur la sédation. Que en fait, on peut pas du tout comparer la sédation d'une molécule par rapport à une autre juste sur ça. Et en fait, ça se trouve, dans 10 ans, on se rendra compte qu'il y a d'autres récepteurs qu'on connaît pas qui sont aussi mobilisés, qui diffèrent entre la kétiapine et la mirtazapine, et donc clairement on s'en sort pas. Ouais, la dernière question c'est la dernière quand même. De la part d'un psychanalyste ravi de vous suivre. C'est gentil. Ouais, et moi, franchement, plus ça va, plus je vais finir par être psychanalyste. Ah, arrête avec ça, t'es pas psychanalyste, t'as rien à voir. Si, mais psychanalyste New Age. New Age, pardon. Oui, on existe. Ah bah oui, je sais que vous existez. Est-ce que vous auriez des conseils pour mieux supporter la chaleur en étant sous ISRS? Ou n'importe quel autre médicament en psychiatrie d'ailleurs, parce que en moyenne, ça tolère moins bien quand même. Franchement. Le pire étant l'épine, l'étiapine, olanzapine. Franchement, franchement, non. Mais non, moi non plus. J'ai pas de C'est une bonne question, hein. Ouais, faut s'asperger d'eau tout le temps, bien s'hydrater, mais à part ça. C'est une bonne question. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent faire que la chaleur est moins bien supportée. Si vous regardez sur les réseaux, on a fait un post hier, je crois, sur ça. Ouais. Il y a tout le monde qui va vous dire que si on prend des molécules anticholinergiques, ça diminue la sudation et du coup on a plus chaud. Le problème, c'est que la sudation, quand il fait 38 dans le salon, c'est pas clair que ce soit un mécanisme encore très efficace. De toute façon, en tant qu'être humain, on régule très mal la chaleur, de base. On est beaucoup... Ah, je sais pas si c'est vrai, ça. Ah moi, c'est ce que j'avais appris, en tout cas. C'est marrant, parce que j'ai appris l'inverse. C'est vrai? On régulait vachement mieux le froid que la chaleur. J'ai appris qu'on était le mammifère qui régulait le mieux la chaleur, qui dissipait le mieux la chaleur, parce qu'on est capable de courir pendant une quantité de
temps massive, alors que tu prends un guépard, par exemple, il est obligé de s'arrêter, sinon il surchauffe le truc. Ah ouais, d'accord. Et du coup, sauf erreur, on fait partie des animaux qui régulent le mieux de la chaleur. Ok, bah, j'ai peut-être dit une grosse connerie. Non, mais enfin, on t'a appris ça. Mais c'est on m'a appris important, peut-être une grosse connerie. C'est pas impossible. Et donc, en fait, là, il y a pas mal de mécanismes supposés, mais en fait, on est sur du spéculatif pur. Clairement sur du spéculatif pur, sur est-ce que les anticholinergiques, machin, et du coup, un ISRS, si c'est de la paroxétine, par exemple, on peut se dire que ça modifie plus la régulation thermique, mais c'est pas pareil s'il fait 30 degrés alors que tu es en train de faire de l'activité physique que si tu es en train de dormir et qu'il fait 38 degrés et clair et humide avec 50% d'humidité, tu vois. Donc là, il y a plein de médias et de gens sur les réseaux sociaux qui sont en train de faire des copier-coller de trucs poupées à l'IA. En fait, la vérité, c'est qu'on sait pas trop. Honnêtement, on sait pas trop. Donc franchement, moi, j'en sais rien comment gérer ça. Moi, clairement, mon conseil à mes patients, c'est d'abord d'avoir du fric. C'est toujours mieux que de pas avoir du fric. Ça permet d'installer la clim. Et j'hésite pas à leur dire. Personne m'écoute, mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut acheter une clim rapido, moi. Parce que moi, clairement, la clim, j'économise du pognon. Sur le long terme, parce que les phases, les étés où je dors pas parce qu'il fait 29 dans la chambre, ça va vite nous coûter cher. Oui. Donc honnêtement, moi j'ai pas trop d'autres idées. Clairement, faut boire. Clairement, s'il y a beaucoup de sudation, il faut dormir au boulot s'il y a la clim au boulot. Il faut saler. Il y a la question des gens qui ont le terme des sueurs nocturnes sous antidep là qui peut arriver aussi, qui pose encore un problème. Je sais pas vous dire, c'est une bonne question, faut que je regarde. Il y avait des bonnes questions, enfin des questions que je sais pas répondre, parce que là il y a peut-être des idées, tu vois, peut-être que tu prends l'agoniste dopaminergique pour baisser, non, n'importe quoi. Ok. Bon, et ben voilà. Et ben merci. Je vais aller regarder le chat Facebook cache après, moi. Allez, vas-y. Moi, j'ai un petit côté fais-moi mal. Oui. Et puis voilà. À mon avis, comme ça à chaud, de toute façon, si ça plaît pas, on le repartagera pas. Hein. Oui. Comme ça à chaud, ça va être c'est scandaleux. Vous devriez faire ça gratuitement. Vous êtes là que pour le pognon, etc. Et je pense que les gens se rendent pas compte du temps que ça prend. Et si je veux faire du pognon, je fais une start-up santé. Oui. Voilà. Merci aux abonnés quand même. Merci à vous. C'est des questions qui sont super intéressantes. Franchement. Non, c'est juste quelqu'un en décompensation sur le chat Facebook. Tu vois, moi, je suis tellement parano. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. On va faire un sondage pour voir si les gens veulent le refaire, honnêtement, parce que je pense que c'est pas mal. Oui, mais je trouvais ça très intéressant aussi. Je trouve que les questions, du coup, elles sont forcément. C'est plus élevé. C'est plus élevé, quoi. Il y a pas. Vous pensez quoi de la kétiapine Oui, voilà, c'est ça. Donc j'ai trouvé ça cool. Ça nous met en difficulté. Je sais pas si ça plaît à tout le monde. Je comprendrais que ça plaise pas non plus parce que. C'est pas forcément évident, quoi. Question-réponse où on peut pas participer pour les autres. Ah oui, pour les autres. Ouais, mais pour les autres, c'est gratos. Alors, je me dis, bon, parce que de toute façon, en fait, c'est pareil. Sinon, tu fais les questions, sinon, on répond à autant de questions, on en ignore juste moins. Oui. Donc, comme ça, les gens, ils sont pas, j'essaie, vous répondez pas, ils spamment. Donc, si je verrai si ça plaît pas aux gens, laisse tomber. Et je ferai un questionnaire sur le chat, Septac, là, voir si on met ça de façon répétée ou pas. Pour moi, je trouve ça vachement intéressant parce que, et après j'arrête, promis. Je vois de plus en plus de professeurs universitaires et médecins et etc. qui font des posts cash percutants faits avec l'IA. Et moi, ma crainte, c'est que t'es pas professeur juste pour les connaissances, et heureusement, parce que sinon on te remplacerait par l'IA demain. Oui. T'es professeur parce que t'es capable de te poser des questions que l'IA ne s'est pas posé, d'expliquer un raisonnement dont les gens vont bénéficier parce que tu as une expérience que d'autres n'ont pas. Je pense que tu te rends pas compte, un professeur universitaire, c'est un gars, il fait de la psychiatrie, parfois depuis 50 ans, comme un dingue. Enfin, tu vois, c'est une expérience que tu peux même pas palper du doigt, si tu veux. Et du coup, d'aller prostituer son expertise, parce qu'on peut le dire, pour essayer de grappiller des vues,
parce que l'IA sait faire ça mieux que toi pour cliquer tout le monde, je pense que c'est tragique. Et là, on fait l'inverse, tu vois, et du coup, je pense, à force de, tu vois, de répéter, machin, bah, tu penses à d'autres trucs, et c'est comme ça que tu te développes, tu vois. Voilà. Allez, elle tient plus en place. Allez. C'est trop long. Attends, comment on éteint? Eh ben, bonne soirée à tous, merci. Ah oui, c'est là. Bonne soirée.